lumière. Oups là. C'est le début du live ou de mon visionnage qui fait donc un conseil. Et ben on va espérer que... C'est le live qui installe, on est d'accord. Pourquoi? Pourquoi connexion faible? Ma connexion est très forte, qu'est-ce que tu racontes? En tout cas, j'adore travailler à mon bureau l'après-midi. Oui, et du coup, pourquoi c'est tout cassé là? Eh bien, je sais pas. Mais sinon, ça fonctionne. Vas-y, je veux m'entendre parler, s'il te plaît. Ça a pas eu du retard, du coup. Bon, tant pis. Regarde, ça fonctionne. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve enfin pour le deuxième live sur mes achats lecture manga du mois de décembre 2021. Ce qui est un titre plutôt long, on va pas se le cacher. Putain, je suis débile, le dieu s'est coupé, c'est pour ça que je peux pas vérifier. Le live a l'air un peu instable, donc peut-être que ça marche, peut-être pas. Mais je m'entends maintenant, donc ça a l'air de marcher. On va commencer sans plus tarder, parce qu'on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tomes dont on va parler. Ce qui fait un beau mois de décembre avec la partie précédente. Et qui pourtant va paraître bien ridicule avec le mois prochain, où je pense faire tout en un seul épisode, ce qui va prendre très longtemps. Donc on commence sans plus tarder avec 17 ans, une chronique du mal, tome 4, le dernier volume. C'est une série qui me mitigeait beaucoup, pourtant je ne suis pas un robinet, euh, car c'est une histoire vraie, et donc quand les tomes racontent l'histoire purement et simplement, ou que la mise en scène est mal faite, ou que les éléments semblent bizarres, et ben c'est compliqué de dire que c'est mal fait, que ça a pas de sens, que ça sort de nulle part. Parce que bah, c'est une histoire vraie, donc bah, c'est étrange. Et c'est la première fois que je lis une œuvre autant basée sur une affaire réelle, une affaire plutôt terrible de séquestration et d'enlèvement. Mais avec ce quatrième volume, on comprend quand même pourquoi Naban a voulu le publier. Et finalement, ça marche plutôt bien ce volume-là. Ça n'en fait pas pour autant une œuvre que je conseillerais, je pense, à cause du fait que les trois premiers tomes se répètent un peu en soi. C'est cohérent avec l'idée d'un enfermement et ce qui est cohérent avec le sentiment du personnage principal. Mais est-ce que nous, on a besoin d'être coincé dans une boucle sans fin sur trois tomes? Je suis pas sûr, on n'est pas dans Black Clover. Mais là, on a quelque chose de très différent parce que dès le début, la situation change enfin. Et on a certes rapidement, ben, parce qu'il n'y a pas assez de détails, parce que je sais pas pourquoi, mais ça c'est rapide. On a les conséquences de tout ça, on a du procès, on a de la réflexion, on a de la discussion, du développement des personnages qui ont été liés de près ou de loin à cette affaire, que ce soit bah, du côté victime ou du côté bourreau. Et c'est vraiment
très intéressant. Puis ça marche bien, quoi. C'est pas moche. On peut. On se rend bien compte que les humains ne sont parfois pas les plus merveilleuses créatures du monde. Même s'il reste toujours un peu de positif au final. Je ne sais pas vraiment quoi dire de plus, je pense, car ben c'est une histoire vraie, quoi. Elle était intéressante. Est-ce qu'elle était bien racontée ou pas? Je ne peux pas vraiment vous le dire parce que je ne peux pas comparer. Et c'est très étrange de devoir chroniquer une histoire vraie, comme je l'ai expliqué. Donc pour la peine, on va regarder si les auteurs ont fait d'autres trucs, car eux, notamment au niveau du dessin, ça y a pas de souci, c'est très propre. Donc s'il y a d'autres mangas qu'il a fait, et ben ce sera avec plaisir qu'on peut le regarder. Et l'auteur, bah voir ce qu'il donnerait sur un vrai scénario plutôt que sur l'adaptation d'une histoire vraie, ça peut être intéressant. Donc je vous dis ça. Kamata Yoji, le dessinateur, a participé à rien d'autre. Super. Et Fuji. Et cassez-vous les pubs sur Manga News là. Fuji Seiji, il a rien fait d'autre. Ok, donc ils sont que tous les deux juste pour cette œuvre là. C'est étrange, un peu comme duo, on va pas se le cacher. Je ne connaissais pas la série, pourtant ce tome était très bien par rapport au précédent. Et voilà. Allez, tome suivant. Et non pas Tom Selleck, parce que c'est de la merde comme blague, sans doute. Hop, je prépare pour les auteurs suivants. Ensuite, il y a eu le troisième, le quatrième colis déjà, avec des tomes de Kengan Ashura, parce que je suis abonné. Alors je suis allé totalement par hasard, parce que je ne connaissais absolument pas Kengan Ashura, je n'en avais jamais entendu parler, je n'avais jamais rien vu. Mais comme l'abonnement Kingdom m'avait fait kiffer et que je suis faible, j'ai vu un autre abonnement, j'ai fait allez, je le prends aussi, chez Meian. Et bah déjà c'est très bien, parce que c'est cool de pas avoir à aller chercher cet homme. Alors pourtant je dois aller en librairie, mais que veux-tu, quand on est facilité, c'était bon à prendre. Et on a quelques goodies en plus qui font plaisir à voir, donc pourquoi pas, je le prends. Euh, Très triste, je sais pas si vous le verrez, mais mes deux tomes là, donc 13 et 14, ont une coupure au niveau ici là, puis coupure. Et c'est très triste, car les tomes ne sont intéressants que s'ils sont parfaitement magnifiques de l'extérieur. C'est totalement faux. On termine enfin le premier tour de ce tournoi Kengan, qui a pris bien du temps car il y avait beaucoup de candidats. Il fallait les présenter, tous les mettre en place un à un, mettre en place leur histoire, leur pouvoir, pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont intéressants de les faire combattre avec d'autres personnes. Et donc il y avait beaucoup de choses à faire, ça prenait beaucoup de temps, mais ça nous a offert des combats plutôt intéressants si les combos marchaient bien. Ici, notamment, hop, si je regarde le combat, euh, Shiba Takuyaki contre Hatsumi Sen, c'est celui qui était en cours, bah, il était tellement à sens unique qu'il était très peu intéressant au final, donc ça va plutôt vite. Après, il y a Anafusa Hajime contre Bando Yohei, et ça c'était trop bien. Les deux personnages ont des corps un peu différents de corps normaux, et donc on a un combat tellement bourrin, tellement stupide, tellement dans la violence, tellement plein de rebondissements vu qu'ils sont en mode ah non, parce que ça me fait mal, parce que mon corps il a été machin déchiqueté à l'enfance, ou truc comme ça. C'est génialement stupide, et genre ce combat. Et en plus, la fin, elle y va pas de main morte, quoi, parce que tu te dis, ah, c'est gagné, mais en fait, non, mais en fait, si, et il y a plein de super idées comme ça. Et ensuite, il y a Caroline Wongsawat contre Kaneda Sukaishi. Euh, et là, bah, j'en ai pas grand chose à dire, c'est des combattants d'arts martiaux. Alors, bah, ils sont intéressants, le combat est pas mauvais, il y a de la puissance et tout ça, mais les combattants d'arts martiaux, on a déjà vu. Et face au combat précédent qui était hors du commun et puissant, avoir juste un combat puissant, bah, c'est un peu plus mou. Voilà. Et ensuite, pour terminer ce premier tour, il y avait Okubo Naoya contre Kano Agito. Et c'est un combat tellement brutal. Oh,
Salut, Stonkomboy? Stonkomboy? Je sais pas comment ça se prononce. N'hésite pas à me dire. Oui, c'est ça. Ah bah, comme j'ai dit deux, c'est pas très pratique du coup. Le premier, je suppose. Ouais, le premier. Eh ben d'accord, très bien, Stonkomboy, bienvenue. Donc oui, le dernier combat du premier tour est plutôt intéressant. Je suis pas non plus fan des personnages, notamment parce que ben le personnage le moins important n'a pas été ah, Stone Cowboy. D'accord. Parce que le personnage le moins important n'a pas été mis en avant plus tôt. Mais on a donc le Crow. C'est Kengan Ashura, le tome 14. Enfin, du coup, j'ai les tomes 13 à 16 dont je parle actuellement. Tu connais? Ah, j'ai cru que c'était SNK. Ah. Eh non, pas vraiment. Et donc, oui, je suis en train de chercher. Euh, oui, donc c'est le Crow, donc le champion des ceux qui ont gagné les précédents tournois. Et donc, bah, c'est quand même un personnage plutôt important qui essaie de plus ou moins un des boss finaux des personnages principaux. Pas du tout, mais c'était chaud, je veux bien résumer. Bah, je t'avoue que c'est plutôt simple à résumer. En fait, les entreprises dans ce monde euh, organisent des combats clandestins, même s'il y a une ligue, il y a des classements, il y a des résultats, il y a beaucoup d'argent parié dessus, pour faire leurs affaires. Donc par exemple, si tu veux racheter une entreprise, et bah, tu fais un combat avec ton champion contre leur champion, et si tu gagnes même, tu rachètes tout. Tu peux faire des paris ce que tu veux. Et là, il y a un gros tournoi qui est lancé, donc le tournoi Kengan, d'où le nom du manga, pour ben, choisir les prochains chefs, mais les chefs actuels ont le droit de participer aussi. Et justement, à la fin du tome 14, il y a le premier combat du, du champion des chefs actuels. Et assez puissant, il va pas de ma ça, on voit que c'est un des boss finaux. Et là, et donc avec ce tome 14, on termine enfin le premier tour, ce qui fait quand même un bon premier tour. Normalement, ça va plus vite après, vu que les personnages sont déjà présentés, qu'il y en a moins, et ainsi de suite. Il y a en animé, oui, il me semble, je vais te dire ça tout de suite. Enfin, oui, je suis sûr qu'il y en a un, mais. Kengan, Ashura, animé. Ta, 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 ta. Il y a eu deux saisons, je crois. C'est dispo sur Netflix, de ce que je vois. Ouais, 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 j'ai pas cherché le meilleur site là, je pense, parce que niveau information, j'ai pas grand chose. Par pitié en VF. Bah ouais, non, t'inquiète. Ah, c'est bien, ça me fait plaisir que tu sois pour les VF. Parce que bon, quand je parle de manga ou d'animé, je croise pas des masses, et pourtant, ça va, hein. Faut pas se mettre autant contre les VF. Euh... Si, si, ouais. Apparemment, les 24 épisodes sont disponibles sur Netflix. Voilà, donc t'as 24 épisodes sur Netflix de ça, si tu veux découvrir. Ouais, j'ai écrit le titre, pas de soucis. Ouais, c'est ça. Bon, ça va être de l'écrire de mémoire et de se tromper quand même. Eh ben, avec plaisir, hein. Si je peux faire découvrir des œuvres, ça me fait vraiment plaisir, parce que c'est un peu pour ça que je parle de manga sur internet depuis avril 2019. Bon, bref. Reprenons. Ensuite, nous avons le tome 15. Ah oui, quand même. Eh oui. J'ai eu pas mal de temps à vide, mais en soi, ouais, ça fait quand même depuis avril 2019, oui. Pas sur Twitch, ça c'est sûr, parce que ça c'est plutôt récent. Mais j'ai eu un blog, que je tiens toujours. J'en parle sur Twitter. Je suis sur YouTube un peu. Bah là, ça fait quand même 7 mois que j'avais pas fait de vidéo. Et là, sur Twitch.
En ce moment, là, une à deux fois par semaine, j'essaye. Bah merci pour la force, Stone Comboy. Donc oui, je disais, le tome 15 de Kengan Ashura, euh, étonnamment c'est un peu moins puissant que les autres, parce que on vient de terminer le premier tour, avec les derniers gros combats, et là donc on a une transition en soi avec, avant le deuxième tour. Alors pourquoi pas, ça fait un petit rappel des personnages qui restent, ça les remet en avant, ça leur donne certains, une petite intrigue, vu que certains avaient tout dévoilé dès leur combat. T'inquiète mon gars, moi je vais y aller, mater ça, merci encore. Et ben de rien, n'hésite pas à repasser quand tu veux, et me dire ce que t'en as pensé. Si jamais tu me revois en live quelque part, hop, tu viens me dire. Sinon, tu passes mon Twitter si tu veux pour me donner ton avis. Ben, bon visionnage et à plus. Ah, ouais, ça commence direct, ouais. Oui, donc on a. Pas de soucis, à plus. On a une bonne moitié du tome donc, en transition, ce qui marche. En plus, il y a une nouvelle règle ajoutée qui est qu'on peut changer de champion si on veut en plein milieu du tournoi. Et ça, c'est intéressant, ça rajoute plein de rebondissements possibles. On n'a pas encore les résultats et les réponses de ça. Et ça m'intrigue fortement de voir ça. Parce que est-ce qu'on va avoir des combats qu'on a déjà eu, ça me paraît un peu stupide niveau création d'histoire, mais revoir dans certains champions qui ont perdu être pour une autre entreprise, ça peut être intéressant. Et ensuite, on a le premier combat de ce deuxième tour. Oh, qu'est-ce que je l'adore! De toute façon, Imai Cosmo est un personnage que j'apprécie beaucoup. Je ne sais pas pourquoi ce vrai combat m'a beaucoup eu, alors que il n'a pas plus de caractérisation que ça non plus. Mais je le trouve attachant, je le trouve puissant, je trouve son style de combat très beau à voir, et donc ça marche très bien dans un manga de combat. Et son adversaire est tellement puissant. Donc il y en a un, et lui, il est petit, il est rapide, il est étrangleur, et l'autre, il est juste stupidement puissant. J'adore la confrontation. Parce que, encore si les personnages se ressemblent beaucoup, là, faut jouer juste sur celui qui, sur ce point-là précisément, est à peine plus fort. Mais là, vu que c'est des conditions et des personnages qui ont des techniques et des compétences très différentes, la confrontation marche superbement bien. Et ensuite, le 16 tome, on a donc la fin de ce combat, qui est toujours aussi intéressante. Et ensuite, on retrouve enfin notre personnage principal, puisqu'il a ce combat du deuxième tour à son tour, justement, contre un personnage dont je ne me parlerai pas et que vous ne devinerez jamais. Alors là, si vous trouvez, je sais pas comment vous aurez fait, hein. Et je me suis rendu compte en voyant ce combat que c'est très étrange pour un manga ou une série, une œuvre, de mettre autant en retrait son personnage principal en fait. Et oui, on le voit un combat par tour. Donc bah au premier tour, il y avait 16 combats, on le voit 16% du temps. Si encore ce combat, les combats valent la même durée, ce qui est pas forcément sûr. Là, on le verra un huitième du temps. Certes, il est plus ou moins là derrière à dire oh, là il se passe ça, là il se passe ci. Mais bah, je trouve ça très bien trouvé de mettre un personnage principal en retrait et que ça marche quand même, l'intrigue et l'énergie et l'envie de lire tout ça. Et donc, ça, c'est fort. Comme quoi, il suffit pas d'écrire un seul bon personnage, si t'en as écrit plusieurs bons, ça marche très bien aussi. C'est surprenant, hein. Et ben, le combat est plutôt brut parce qu'on a des techniques de d'arts martiaux plutôt basiques, mais plutôt proches l'une de l'autre. Même s'il y en a un qui c'est un assassin et l'autre c'est juste un combattant, même s'il a tué des gens d'ailleurs. Les deux sont des assassins. Et les deux ont un pouvoir un peu démoniaque caché à l'intérieur d'eux. On l'a déjà vu pour le héros et lui, bah, on l'avait déjà vu aussi. Mais donc les confronter, ça marche très bien parce que bah, il y a un gros passif entre l'entreprise du héros et ce clan-là. Il y a pas son nom. Si, il y a le nom. Non, c'est l'entreprise ça. Super. Attendez. Bien sûr, le clan courez. Courez, courez, vous m'attraperez pas. Ah, mais ça c'est activé. Ok, excusez-moi, je vais une extension. Autant pour moi. Euh...
Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour des Kengan. C'est pas l'œuvre du siècle. J'ai découvert ça par hasard, donc j'en suis très content parce que c'est pas mauvais et ça marche plutôt bien. On a des combats brutaux. Il y en a qui sont un peu moins intéressants parce que le propos derrière fonctionne moins, parce que les personnages sont plus proches, parce que ils ont moins de choses à dire. Mais quand au moins un des deux est différent, a un propos de fond ou ce quoi, oh les combats c'est très puissant. Je suis pas le plus grand fan de combats dans les œuvres que je lis, genre One Piece, les combats ça dégage et je prends l'aventure, je prends l'univers et voilà. Euh, et c'est pareil pour à peu près tout ce que je lis. Et donc c'est pour ça que j'apprécie beaucoup en ce moment les œuvres où il n'y a pas de combat. Mais alors là, c'est que du combat et pourtant c'est très bien et j'aime bien. Donc c'est vraiment des bons combats pour des raisons différentes. Et en plus c'est la transition et le fait de ne pas avoir le héros tout le temps. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir regarder ce qu'ils ont fait d'autre. Sandrovich Yabako, qui est le haut scénario de ça, a également fait Dunbell, combien tu peux soulever, qui arrive bientôt en France si je ne m'abuse. Et voilà. Et Da Romeon, le dessinateur, a dessiné rien d'autre. Mais il y a une autre série Kengan, Kengan Omega, pourquoi? C'est pas eux qui l'ont fait? Kengan, non. Kengan. Kengan, on va prendre à écrire. Omega. Ça n'existe pas sur le site. D'accord. Et ben, super. Et ben ensuite on passe à une autre œuvre où j'ai plusieurs tomes dont je dois vous parler. Il s'agit de Kingdom avec les tomes 61 et 62, qui sont donc aussi résultats de l'abonnement chez Meian. D'ailleurs ça me fait rire, en recevant les tomes de l'abonnement Kengan Ashura, mon père était en mode c'est Kingdom. Ah trop bien, j'ai trop hâte de le lire. Après je lui ai dit que c'était personne qui était plutôt très déçu. Mais que voulez-vous? Par contre, quand une à deux semaines après je suis arrivé avec ces tomes-là, il a mimé de s'évanouir. Ce qui est la preuve qu'il est archi fan de Kingdom. Et ça me fait plaisir parce que j'ai fait lire peut-être 5 œuvres. J'ai fait lire One Piece, Seven Deadly Sins, La Terre des Titans, My Home Hero et Kingdom. Je crois que c'est tout. J'ai fait lire ça à mon père parce que lui m'avait fait lire Dragon Ball, c'est à cause de lui que j'ai plongé. Donc je lui ai fait lire ces 5 là. Et vraiment, Kingdom, il adore, mais il adore ça. Je ne pourrais pas en dire autant de ces deux tomes qui sont sympathiques, mais c'est pas les meilleurs. Et puis avoir deux tomes que ça par par là, quand les œuvres sont aussi denses, ah, c'est pas mon plus grand kiff non plus. Parce que là, bah, on se retrouve en plein milieu d'une bataille. Une bataille importante, certes, mais je ne sais plus vraiment ce qu'elle raconte. Hein. Parce que on avait une alliance entre Qin et Wei, donc nos héros et un autre pays, pour affronter l'état de Shu. Et donc on a une attaque très rapide dont le but est de tester cette alliance, de voir comment elle fonctionne, de capturer une petite zone. Et finalement ça prend genre le premier tiers du tome et c'est assez étrange après autant de temps sans lire. Donc je peux pas vraiment dire que le tome n'est pas de bonne qualité ou quoi, juste que c'est très bizarre d'arriver dans une guerre aussi importante entre trois pays et ne pas avoir de souvenir de ce qui se passait avant quoi. Par contre, derrière, on arrive sur une intrigue plus personnelle, qui a pas vraiment besoin de passif, donc comme on pouvait s'en douter sur la couverture, avec Kyukai et une autre personne, ça ne pas Kyukai ça? Si? Non? Je ne sais pas. Bref, avec des membres du clan de Kyukai, deux, peut-être même ou pas. Donc vous vous doutez qu'il va y avoir une histoire personnelle et sans passif nécessaire. Donc je le prends volontiers. C'est encore une fois le coup du oh, je veux bien faire la guerre comme ça c'est pas de souci. Mais faut pas tuer des gens, faut pas être trop méchant comme il y a eu avec Kanki, et dont nous reparlerons après en voyant la couverture du tome d'après. Mais là, c'est très logique au vu du clan de Kyokai. Et on avait donc Kyukai qui a fait un acte plutôt héroïque et plutôt impressionnant récemment. Donc c'est bien de la remettre sur pied ou de lui rajouter un petit truc en plus
maintenant. Donc là, c'est une longue mise en place pour ce qui va être raconté et être intéressant plus tard entre elles deux. Voilà. Et ensuite, c'est raconté très vite finalement, et c'est dommage, parce que ça aurait pu faire une très belle histoire du clan de Kyukai. Et là, ça en fait une sympathique. Pas mauvais, pas inintéressant. Très bienvenu pour les lecteurs, les lecteurs et pour l'unité Ishin, mais pas passionnant, malheureusement. Mais c'est bien, je m'attendais pas à avoir ça dans une guerre aussi importante, et une guerre dont je ne vois pas les tenants et les aboutissants. Et ensuite, grâce à cette petite bataille rapide qui a été vite remplacée et remportée, on peut partir sur un autre front, où on a de la mise en place, donc c'est pas non plus le plus passionnant. C'est dommage, hein, parce que c'est vraiment en fait presque on peut dire 2 tomes de transition, et c'est dommage d'avoir attendu aussi longtemps pour les avoir. Kingdom n'est pas mauvais du tout, d'autant plus dans ces trucs de transition, mais là non, il n'y a pas les passages les plus impactants dedans, donc je suis un peu le cul entre deux chaises. Parce qu'on a du personnel avec le clan de Kukai, on a du personnel avec Muten, avec Uon, avec... c'est tout. On a du sensationnel avec les grands généraux de Kin, on a du sensationnel avec une guerre à 3 qui est là juste pour faire qu'on puisse attaquer tranquillement le vrai gros ennemi. On a le début d'une grande guerre à nouveau qui se lance et qui promet d'être intense, dense et passionnante. Mais là, sur ces 2 tomes, est-ce que les relire après avoir relu les tomes précédents, ça sera meilleur? Je pense, il n'y a pas photo. Mais est-ce que j'ai pris un plaisir énorme actuellement? Non. Voilà. Sinon, Ara Yasuiza. Elle a fait rien d'autre, je suppose, vu que c'est assez long quand même. Ouais, Kingdom, hein. Mais elle, c'est un garçon ça, hein? C'est un garçon. Oh, il était assistant de Takehiko Inoue, si ça vous intéresse. Et en même temps, il dessine Kingdom depuis 2006, donc on va peut-être pas lui demander de faire autre chose. Merde. Pardon. Ensuite, nous avons le tome 13 de My Home Hero. Ça fait maintenant 7 tomes qu'on est dans la deuxième partie, si je ne m'abuse. Et on nous annonce rien du tout à la fin. On nous annonce que les festivités commencent à la fin du volume. Donc c'est-à-dire que là, ça fait 7 tomes qu'on a commencé, et c'est que de l'introduction, de la mise en place, ou des éléments qui mènent à l'affrontement final, aux festivités. Donc autant vous dire que c'est très dense. On a beaucoup de personnages depuis le début de cette partie. Là, on continue à les développer, les rapprocher, les éloigner, les expliquer. Notamment celui qui suivait de près notre père de famille, donc Tetsuo. C'est le nom du père de famille, pas de celui qui le suit. On a Tetsuo qui réfléchit longtemps pendant tout le tome et qui se rend compte finalement qu'il va être obligé d'agir à nouveau, ce qui est plutôt puissant parce que quand il agissait vraiment dans le premier arc, ça marchait bien. Et depuis, il est un peu en retrait, un peu en mode je veux arrêter, je veux plus faire ça. Mais là, vu que tout commence à le rattraper à cause de ce village et de cette pègre, il va devoir ne pas hésiter à leur faire très mal. Et ça, c'est beau. On a la pègre et le village qui sont très fonctionnels parce que, en plus d'avoir tous les deux le même objectif de faire chier très fort Tetsuo, ils peuvent pas s'entendre. Donc on a une sorte de triangle de violence et de puissance et de duel. Un triangle de duel, ce qui me semble pas très cohérent. Donc un truel, bien sûr. Et ça marche quoi d'avoir 3 puissances l'une contre l'autre. C'est comme ça la guerre et c'est ça qui est intéressant. J'aurais pas grand chose à en dire de plus, c'est un thriller qui fonctionne bien. Faut avoir lu ce qu'il y a avant pour comprendre, c'est tout surprenant. Mais c'est puissant quoi, j'ai pas grand chose à en dire. C'est un tome qui n'a pas non plus vocation d'être exceptionnel, mais
Voilà quoi. Bravo à lui, quand même. Et donc pour My Home Hero, on a Azaki Masashi au dessin, qui a fait évidemment, comme tout le monde le sait, parce qu'il dessine bien, hein. Il a dessiné Psychometreur Eiji en 96, donc soit 20 ans en dessiné My Home Hero, si ça vous intéresse. Ok. Et il y a Yamakawa Naoki au scénario, qui a écrit le scénario de I'm Standing on a Million Lives en 2016, donc un an avant My Home Hero, donc ça c'est plus récent. Mais en un an ça n'a pas duré longtemps, ça veut dire. Et ouais, moi je suis un petit malin. Ah, ça a duré 11 tomes et c'est en cours. En même temps, c'est écrit l'histoire et que c'est deux dessinateurs différents, ouais, ça se tient, tu peux faire les deux. Ah bah pourquoi pas, je savais pas que ça, il avait un autre manga et c'est intéressant. Et bah donc si le scénario écrit dans My Home Hero vous intéresse, il y a I'm Standing on a Million Lives du même auteur si vous voulez. Hop. Et enfin, pour terminer cette petite session de live légère, nous avons le tome 100 de One Piece. Donc One Piece qui est le deuxième manga que j'ai lu. Il y a eu des Dragon Ball quand j'étais petit qui m'a lancé dans l'envie de lire plein de mangas. Et il y a eu One Piece au CDI en sixième. Et qui est aussi donc le premier manga que j'ai acheté ensuite. Attendez, je peux remonter la caméra en fait. C'est un peu tard pour le faire, mais vieux motard que je mets. Oui, donc je disais. Et c'était mon manga préféré, largement, quand je le lisais. Je l'ai relu peut-être 5 6 fois. Et ensuite, bah, avec le nombre de mangas qui augmente, je l'ai absolument pas relu depuis bien longtemps. Ça, on va pas se le cacher. Ah, super ça. Merci pour ton follow. Les 10. Super pseudo, hein. Oui, donc je l'ai pas relu depuis longtemps. Et comme je lis plus de mangas que je trouve la narration et le dessin moins pertinents, et ben ça a un peu baissé dans mon envie de lire One Piece. Et bah, ça se ressemble bien là dans Wano, hein. C'est vraiment l'arc qui me fatigue au plus haut point depuis le début. Je suis plutôt team préparation que team guerre, comme suggère le fait que Marineford est l'arc que j'aime le moins. Et pourtant, là, la préparation de Wano, j'ai trouvé ça terriblement long et compliqué, étant donné qu'il préparait, il y avait un problème, ça cassait tout, et donc il devait repréparer ainsi de suite plusieurs fois, et c'était très répétitif en soi, avec beaucoup de personnages et beaucoup d'actions, et donc le découpage entre les actions est terrible. Vraiment, Oda adore découper son intrigue en plein de petits bouts, chaque petit bout marche très bien, sauf que quand il les présente et qu'il en parle, il les met tous genre dans un chapitre, t'as 2 pages sur un bout, 2 pages sur un bout, 2 pages sur un bout, et ainsi de suite. Et c'est très compliqué de suivre, et je trouve ça très peu intéressant comme narration. Bref, là, donc on a le tome 100 qui ben, continue cette grande guerre qu'il y a à Wano Kuni. Et ben, malheureusement, hein, comme j'ai dit, il y a des éléments intéressants dans plusieurs combats. Ça, je ne dis pas. Notamment le fait que Sanji sache faire appel à des gens, alors que ces gens sont eux-mêmes l'objectif des ennemis qui sont près de Sanji. Mais comme il leur fait confiance, c'est beau, tu vois, il a la confiance pure et dure envers ses camarades, alors qu'il sait qu'il les met très bien en danger. C'est très beau. Qu'est-ce qu'il y a que j'aime bien? Qu'est-ce qu'il y a que j'aime bien? Les fourreaux rouges, ils sont plutôt sympathiques. Ils ont une belle amitié, ils ont un rival bien montré et très clair, vu que bah, c'est légèrement quelqu'un qu'ils connaissaient. Et j'aime beaucoup la façon dont ils ont de s'affronter, parce que bah, c'est terrible quand t'as des sentiments proches et contradictoires qui sont présents. Sinon, bah, on a des gros combats entre des
membres de la génération terrible et des empereurs, mais c'est assez souvent basé plus sur l'humour ou sur le fait qu'ils prennent ça à la légère que sur des vrais combats. Donc le ton me perturbe un petit peu, on va pas se le cacher. Oh, par contre, comment il s'appelle? Je viens de le voir. Allez là. Il s'appelle Zeus, bien sûr. Le nuage où il y a un bout d'âme de Big Mom dedans. Qu'est-ce que j'aime ce personnage. Il est très mignon. Il a une histoire touchante alors que c'est un putain de bout d'âme de Big Mom dans un nuage. C'est fou. Oda, genre, sait écrire des histoires. Mais quand il veut raconter des grandes histoires ou raconter une guerre, je trouve ça terrible niveau création, niveau écriture. Et donc, je pense que relire d'une traite l'arc de Wano me ferait le plus grand bien et ferait le plus grand bien possible à cet arc en lui-même dans mon esprit. Parce que là, ça rame. Genre, je vois bien qu'il se passe des choses dedans, je vois bien que ça bouge partout. Mais entre le début et la fin du tome, je ne vois pas vraiment d'avancée générale et je ne saurais même pas vous dire ce qui s'est passé. Et c'est très dommage et très bizarre au bout de 100 tomes. Et alors que je vous dis, j'étais un grand fan de One Piece suite au temps. Et ben voilà qui termine enfin cette deuxième partie des achats à l'écrit manga de décembre 2021. Et donc les achats de 2021. Donc on a ça, 17 ans une chronique du mal, qui... tome 4, qui est le meilleur de la série et qui pourtant bah, c'est assez compliqué d'en parler parce que c'est une histoire vraie. Et que c'est... Bah voilà quoi, c'est une histoire vraie. Est-ce que c'est utile de faire un manga? Peut-être que ça intéressera plus de monde et ça parlera plus de cette histoire et ça questionnera dessus. C'est surtout le tome 4 qui fait ça. Mais bah, je sais pas. Kengan Ashura, tome 13, 14, 15, 16. Dont donc. Comment on a dit déjà? Dont Stone Boy a profité de cette superbe présentation. Donc n'hésitez pas à faire comme lui pour découvrir cette superbe œuvre. Comme lui ou comme elle d'ailleurs, je vais même pas. Ah, s'il y a Boy dedans prononcé comme garçon, je suppose que c'est comme lui. J'ose espérer. Oui, donc il est très bien. Je suis pas fan de combat en règle générale dans les œuvres que je regarde, même quand en dehors du manga, dans les films, dans les séries, les combats, les guerres, c'est pas ce qui me botte le plus. C'est joli à voir, hein, mais j'aime bien quand ça raconte des choses, des trucs. Je ne dis pas que les guerres, ça peut pas raconter des choses, mais en règle générale, il y a moins de propos quand il y a des combats ou des guerres que quand il y a des discussions, logiquement. Et pourtant, bah, j'aime beaucoup, parce qu'il y a du propos dans les combats, et que les combats sont très très beaux, très bien chorégraphiés, et ont des personnages impactants et tout ça, donc ça marche. D'autant plus que là, on a eu un beau passage avec la fin du premier tour, une transition, le début du deuxième qui est puissant, ça on va pas se cacher que ça va augmenter en puissance tout du long. Et ensuite on a Kingdom 61 et 62 qui est également une transition au milieu. Euh, Kingdom est excellent, c'est faire de très beaux passages sans combat, parce que mon arc préféré n'a pas de combat, et dure très peu de temps. Et pourtant, bah, faire un retour après autant de temps sans tome sur ça, je suis pas des plus convaincus. Ça pourrait marcher, mais les bonnes idées, donc sur Kyukai ou sur Muten, sur Won, sur les grands généraux, bah, ça passe assez vite malheureusement par rapport aux combats qui sont importants à mettre en place pour la suite. Mais voilà. Mayam Hero c'est toujours aussi bon, ça y a pas de souci. Je pas grand chose à dire de plus en bien ou en mal sur ce volume là en particulier, car bah, c'est une grande et unique intrigue. Donc bah c'est une pièce en plus quoi, c'est bien bon à prendre. Il y a des personnages qui évoluent, on en apprend plus sur d'autres qui sont là depuis quelques temps. On voit qu'on approche du climax de cette deuxième partie et ça fonctionne. Et One Piece, ben c'est dommage à relire je pense dans l'ensemble, mais là pour l'instant ça fonctionne sur le coup, mais j'en retiens pas grand chose et c'est dommage. Et voilà. Et ben voilà ce qui conclura notre live je pense. C'est rigolo, je terminé le dernier en parlant de trucs de tout et de rien, dont un possible hypothétique rythme de travail qui serait sortir un article lundi, mercredi, vendredi, une rediffusion de live mardi, jeudi, samedi et une vidéo dimanche. Et là depuis, en écrivant pendant très longtemps,
mon avis sur 2021, mes 3 gros articles sur l'année 2021, donc bilan sur le blog, le flop et le top, je me suis rendu compte que c'était très relou. Parce que ce que je dis là, eh ben, c'est ma foi fort dedans sur la forme et sur le fond par rapport aux articles que j'ai écrits depuis août. Donc je me suis dit que je pourrais totalement faire disparaître les articles sur les petits avis, mes avis, genre je les écris sur un carnet, je les écris directement dans l'article, que ça je sors tous mes avis directement en format top, que ça j'en fais qu'une seule fois, enfin que dans le truc de fin d'année, que ça de sûr il y a article bilan sur le blog 2022, flop 2022 et top 2022, mais ça va se changer, je pense que ça sera genre euh, un truc sur le blog, un truc sur le cinéma avec dedans tous les films dont je veux parler, un truc sur le manga, donc tous les trucs que je veux parler, ainsi de suite. Ça va bien cartographier, ça sera bien mieux. Et ça évitera que je fasse des redits et tout ça, ça fera moins de temps de travail, je pense, au global sur les articles. Les rediffusions, bah, ça sera sans doute 1 ou 2 par semaine, ça dépendra du nombre de live, ça, je peux pas vous le dire. Mais pourtant, ça devrait pas baisser parce qu'on a toujours les achats lecture manga. Même si je compte, je sais pas si je vais en faire 1 ou 2. Parce que là, en décembre, je vais avoir 10 tomes, 15 tomes, 17 tomes, 17 tomes. Est-ce que je peux faire 17 tomes en un seul live? Pas sûr, ça risque d'être un peu gros. Donc peut-être 2 lives. On verra ça, il y aura 1 ou 2 lives par mois sur les achats lecture manga, pas de soucis. On a Life is Strange à terminer, avec le chapitre 5 et les 3 quarts du chapitre 4, que j'ai découpé la dernière fois parce que quelqu'un est arrivé à la maison. Il y a It Takes Two qui risque d'arriver avec mon petit frère. Il y a Final Fantasy VII qui est toujours en cours. On a fait. Il reste une dizaine de chapitres. Mais bon, bah, j'ai baissé le niveau des coras car je suis très mauvais. Voilà quoi, il va y avoir des lives. Donc je pense qu'il y aura des rediffs. Peut-être pas 3 par semaine, mais il y en aura. Et au niveau des vidéos, bah, j'aimerais bien en faire. Sans doute pas 1 par semaine, ça risque d'être chaud. Mais j'en ai une sur l'escalade qui sort bientôt, ce qui n'a rien à voir avec ma ligne directrice, mais c'est pas grave parce que j'aime bien l'escalade, beaucoup l'escalade en ce moment. Hmm. Sans doute que de vieux articles manga que j'aime bien, je vais les remettre au goût du jour et en faire des vidéos. Et ensuite, que ça, quand je serai bien tranquille, et après avoir écrit ma vidéo sur Manga Plus que je vais faire depuis un mois et quelques maintenant, sur Manga Plus de 2021, je vais, je pense, lancer ma prochaine émission qui sera genre, je prends un film, je raconte ce qui se passe dedans en rajoutant des blagues. Genre, on a le déroulé d'un film, et dedans, en même temps, je vais disséminer des blagues et des pistes de réflexion. Comme ça, on a une analyse du film, c'est rigolo, et ainsi de suite. Donc, pour l'instant, j'aurais la saga Shrek qui me plairait à faire ça, parce que j'ai vu les 4 récemment juste pour ce que ça me faisait délirer. Et donc, je vois à peu près où est-ce que je voudrais venir avec ces 4-là. Pourquoi pas faire ça avec des mangas, en séparant ça par arc ou quelque chose comme ça. Donc c'est comme ça que je pourrais parler à la fois de cinéma, ce qui me plaît beaucoup en ce moment, à la fois de manga qui est donc ma ligne directrice de base, et qui n'est pas non plus un médium que je déteste au plus haut point maintenant. Et je peux faire de l'humour, je peux faire des analyses, ce qui combinerait à peu près tout ce que j'aime en fait. Ça ferait des trucs très longs à préparer, mais ça ferait pas mal d'épisodes d'un coup et une belle durée de travail dont je pourrais être fier. Et tout ça, bah, c'est mon bilan mensuel, annuel qui m'a fait me rendre compte de ça. Voilà. De toute façon, bah, pour vous, ce qui vous concerne, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les lives. Donc, on se retrouve bientôt pour jouer, je pense, normalement, parce qu'il y a peu de chances qu'on fasse prochaine achat lecture manga avant que je fasse prochain live gaming. Donc voilà. À bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Faites-vous plaisir. À comme bientôt.